début, il y avait les ténèbres. Et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans leurs recherches destinées à élucider les mystères de l'univers, les scientifiques sont parvenus à une conclusion stupéfiante. Pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'univers, il faut d'abord comprendre ce qui se passe au niveau microscopique, à l'intérieur de la matière qui est à la base de tout ce qu'on voit. Mais en se rétrécissant des milliards de fois pour explorer le royaume des atomes et des particules subatomiques, on entre soudain dans un monde étrange et inconnu. Lorsque l'on commence à observer le monde microscopique, on se rend compte que c'est vraiment étrange. On peut même dire très curieux et assez incroyable. Dans cet univers, la matière est bien plus petite que tout ce qu'on peut distinguer au microscope. Mais c'est là que l'on trouve la clé du cosmos. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre d'où l'on vient, c'est de comprendre cet incroyable micro-monde. Partons donc pour un incroyable voyage dans cet univers inconnu qu'on appelle l'univers microscopique. Lorsqu'on parle de l'univers, on pense immédiatement à l'immensité de l'espace, à ses milliards d'années-lumière, et à son observation grâce à des télescopes et à l'imagerie cosmique. On pense aux étoiles, aux galaxies et aux planètes et à tous ces corps immenses dans le ciel. Ce sont des corps stellaires qui se déplacent grâce à la force de gravité. Il y a des lois de la nature, et on part du principe qu'elles sont vraies, quoi qu'il arrive. Pourtant, il existe un autre univers. Un monde invisible qui régit tout ce que l'on voit autour de nous. Lorsqu'on commence à explorer le monde microscopique, des milliards de fois plus petit que le nôtre, on se rend compte que les règles sont bien plus intuitives que celles qu'on connaît dans un monde à grande échelle. La magie de l'univers microscopique commence à 1/1000e de millimètre, c'est-à-dire la taille d'un atome. La matière se comporte de façon tellement différente à cette taille-là que les scientifiques ont développé de toutes nouvelles règles pour décrire ce qui se passe. Ils appellent ces règles la mécanique quantique. Et ce qu'on y trouve est extraordinaire. Cette balle de baseball représente une particule subatomique, comme un électron ou un photon lumineux. Cette particule adopte régulièrement un comportement très étrange dans l'univers microscopique. La version subatomique de cette balle peut être invisible. Elle peut traverser des objets solides sans difficulté. Elle peut se trouver à deux endroits distincts au même instant. Et elle serait même capable de remonter le temps pour changer le passé. Cela signifie que je pourrais envoyer cette balle microscopique à la première et à la quatrième base en même temps. Ou changer l'issue prédéterminée d'un match pendant son déroulement. Ça ressemble à de la science-fiction, mais on sait pourtant que c'est vrai. Ou en tout cas, cela semble réel dans le monde quantique. On observe des tas de choses très étranges. Si les scientifiques parviennent à comprendre comment se produisent ces événements étranges, ils pourront appliquer ces nouvelles connaissances à notre monde, révolutionner l'informatique moderne, et peut-être même nous permettre de communiquer à travers le cosmos de façon instantanée. La clé pour faire de ce miracle une réalité s'appelle l'intrication quantique. Les scientifiques travaillent déjà sur cette découverte stupéfiante pour un usage aussi bien civil que militaire. En physique quantique, ce qui arrive à un objet ici peut affecter instantanément un autre objet, même à des millions de kilomètres de distance. Voici comment ça marche. Lorsque deux particules subatomiques interagissent, elles peuvent devenir intriquées. Cela signifie que leur rotation, leur position ou d'autres propriétés deviennent liées, grâce à un processus encore inconnu par la science moderne.
À partir de là, si l'on prend des mesures sur l'une des particules, cela détermine instantanément le comportement de l'autre particule. Une fois l'expérience terminée, on se rend compte qu'en effet, l'état quantique de l'autre particule est déterminé avec exactitude dès que l'on a pris des mesures de l'état quantique de la particule partenaire. Cela signifie que si un scientifique observe l'une des particules intriquées et la force à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors l'autre particule intriquée se mettra aussitôt à tourner dans le sens inverse. Cela semble curieux, mais devient complètement stupéfiant lorsqu'on sait que les deux particules intriquées peuvent se trouver à plusieurs milliards d'années-lumière de distance. Et malgré tout, à l'instant où l'on observe la rotation de l'une des particules, cela détermine instantanément le comportement de l'autre particule. C'est très étrange, parce que ça semble montrer que l'information a été transmise de façon instantanée d'une particule à l'autre, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Je n'arrive pas à comprendre ça, et je ne pense pas être le seul. Einstein appelait ça une action surnaturelle à distance. L'intrication quantique n'est pas une simple curiosité du monde microscopique. Les effets des particules intriquées peuvent en effet être ressentis dans notre monde. Si les scientifiques parviennent à surmonter quelques obstacles fondamentaux, l'intrication quantique pourrait bien aider un jour les humains à communiquer de façon instantanée, même à grande distance. Les gens pensent parfois que l'intrication quantique permettra de réaliser ce rêve de transférer des informations plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais je ne pense pas qu'on y arrivera. Pour mettre en place ces systèmes, il faudrait commencer par les emporter là-bas à une vitesse plus lente. Mais je ne peux rien promettre. Il y a un siècle, personne ne pensait qu'on marcherait sur la Lune un jour. L'intrication quantique a plus de chances de révolutionner l'informatique moderne. Les scientifiques espèrent se servir de la magie de l'univers microscopique pour fabriquer de nouveaux ordinateurs super puissants. On va voir de quoi il est capable. Au Massachusetts Institute of Technology, le professeur Seth Lloyd a participé à la création d'un prototype d'ordinateur quantique qui se sert de bits quantiques pour ses calculs au lieu des bits traditionnels. On dispose ici du meilleur superconducteur à bits quantiques du monde, qu'on appelle qubit. Lorsqu'on procède à des calculs quantiques avec des qubits, l'ordinateur quantique peut faire plusieurs opérations à la fois. Il peut faire au moins deux choses en même temps, additionner 2 plus 2 et 1 plus 3, et faire les deux additions au même instant. Le fait qu'un seul qubit puisse procéder à plusieurs opérations en même temps donne à l'ordinateur quantique une puissance bien plus grande que tout autre ordinateur jamais conçu. Tout comme les ordinateurs traditionnels dans les années 50, les ordinateurs quantiques en sont actuellement à leur balbutiement. Les machines prennent énormément de place et ne peuvent encore procéder qu'à des calculs basiques. Mais ils constituent de grandes promesses pour l'avenir. La physique quantique est connue pour être étrange et pas du tout intuitive. Les ordinateurs quantiques se servent donc de ce caractère bizarre pour calculer. L'obstacle principal consiste à trouver un moyen de coder efficacement des informations classiques, les séries de 1 et de 0 utilisées par les ordinateurs, de sorte que l'univers microscopique puisse les traiter en se servant des particules intriquées. Mais quand les scientifiques auront résolu cette question, les ordinateurs quantiques pourraient bien révolutionner la planète. Avec un ordinateur quantique, même avec très peu de qubits, on pourra accomplir beaucoup. Par exemple, briser les codes de communication actuels d'Internet. On pourra aussi résoudre des problèmes très compliqués, comportant un grand nombre de variables, comme essayer de comprendre ce qui s'est passé lors du Big Bang. Cela peut sembler difficile à croire, mais l'univers microscopique peut même s'avérer encore plus étrange que ça. L'expérience la plus connue en physique quantique montre comment un objet unique peut se trouver à deux emplacements au même moment. Le résultat de cette expérience a laissé perplexe Einstein lui-même. Au cours de leur exploration de l'univers microscopique, les scientifiques ont découvert que celui-ci est régi par des lois souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. À la plus petite échelle imaginable,
Non seulement l'information semble voyager plus vite que la lumière, mais en plus, l'observation humaine semble souvent déterminer ce qui se produit. Il semble que le comportement des éléments mécaniques quantiques ne soit pas le même quand on les regarde que quand on ne les regarde pas. Cette conclusion profonde est issue de l'expérience des fentes de Young. Cette expérience a été menée pour la première fois au siècle dernier et consiste à projeter des photons lumineux à travers une plaque de métal comportant 2 fentes. La lumière passe par les fentes et se projette sur un écran derrière la plaque. Je vais vous montrer le résultat de cette expérience extraordinaire, tout simplement grâce à quelques balles de baseball et une plaque comportant 2 trous. Normalement, dans les conditions qu'on connaît, si je jette des balles par l'un de ces 2 trous, elles vont former un motif prévisible sur le panneau placé derrière. Elles le toucheront soit d'un côté, soit de l'autre. On va le vérifier tout de suite avec plusieurs balles. Je vais les mettre dans ce lanceur. Je lance la première, on va voir ce qui se passe. Comme vous le voyez, les balles touchent le panneau en 2 groupes, suivant une ligne à peu près droite depuis chacun des trous. C'est naturel, c'est le résultat qu'on attend. Mais quand on procède à cette expérience au niveau de l'univers microscopique, avec des électrons qui sont 10 000 milliards de fois plus petits que les balles de baseball, on obtient un résultat complètement différent et assez curieux. On obtient un motif qui ressemble plutôt à celui que produiraient des ondes qui passeraient à travers les trous et se chevaucheraient mutuellement. Normalement, les électrons sont des particules. Alors comment peuvent-elles avoir les propriétés qu'on attribue normalement à des ondes? Le résultat de ce test est troublant. L'électron est une particule au moment où on le projette à travers les fentes. Et pourtant, il forme sur le panneau un motif qui semble signifier que cet électron unique serait passé à travers les 2 fentes en même temps. Une particule microscopique peut-elle se cloner spontanément en plein vol? Après des années d'études, les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui se passe. C'est sans doute ce qu'il y a de plus magique. En physique quantique, un objet peut se retrouver à plusieurs endroits en même temps. La particule arrive à sentir la présence des 2 fentes, à passer à travers les 2 et par la mécanique quantique à sentir la structure des 2 fentes pendant l'expérience. La plupart des physiciens sont d'accord pour dire que les calculs se tiennent et mènent à une conclusion indéniable qui peut être confirmée par des mesures expérimentales. Mais ce qui se passe exactement et comment, c'est encore un sujet à débat. Pour tenter de comprendre ces résultats incroyables, les scientifiques décident alors d'observer le comportement de chaque électron au moment de franchir la double fente. Comment une particule peut-elle passer par 2 trous en même temps? Les scientifiques se mettent alors aux premières loges pour observer le comportement étrange de ces électrons ou autres particules subatomiques ou même des photons lumineux. Ils ne se contentent pas de regarder où elles arrivent sur le panneau, mais ils observent le comportement des particules au moment où elles passent par les fentes. Et là, ils découvrent un phénomène incroyable. Lorsque les scientifiques observent les fentes, les électrons se comportent comme des particules et dessinent sur le panneau un motif semblable à celui des balles de baseball. Mais quand les scientifiques ne regardent pas, les électrons se comportent comme des ondes et dessinent un motif ressemblant à celui produit par des interférences d'ondes. C'est très étrange. Ce que l'on voit dépend du fait que l'on observe ou non. Lorsqu'on les observe, les particules se comportent comme des balles de baseball. Lorsqu'on ne les regarde pas, elles se comportent comme des ondes. Mais jamais les 2 en même temps. Cette découverte est tout bonnement stupéfiante. Le simple fait d'observer semble changer la nature des particules subatomiques. C'est très mystérieux. Lorsqu'on ne regarde pas, les particules sont des ondes. Lorsqu'on regarde, elles restent des particules. Donc même un électron, qui pour nous est une particule, adopte les propriétés des ondes lorsqu'on ne le regarde pas.
Quand on ne regarde pas, l'électron semble passer par les deux fentes à la fois. Quand on regarde, on le voit toujours passer par l'une ou l'autre. On appelle ce phénomène l'énigme quantique. Comment le simple fait de décider si l'on va ou non observer quelque chose peut-il changer le comportement de cette chose? Il existe une explication technique. Pour observer quelque chose, il faut entrer en interaction avec un système. Par exemple, il faut éclairer ce que l'on veut observer. La lumière frappe l'objet et revient à notre œil. C'est comme ça qu'on peut savoir que la balle de baseball se trouve à tel ou tel endroit. Quand il s'agit de particules macroscopiques, ça n'a pas vraiment d'effet sur elles. Mais pour des particules microscopiques, le simple fait de faire rebondir de la lumière dessus modifie leur position et leur mouvement. Dans l'univers microscopique, les photons de lumière ont à peu près la même taille que les particules subatomiques et ont donc un impact important lorsqu'on éclaire les particules pour les observer. Mais cela n'explique pas pourquoi la lumière ne se contente pas de modifier la trajectoire des particules. Pourquoi l'observation modifie-t-elle carrément la nature de ce qu'on observe? C'est le mystère fondamental de la mécanique quantique. C'est la raison pour laquelle la mécanique quantique est si complexe. C'est très mystérieux. Quand on regarde une chose, cette chose est une particule. Et quand on ne la regarde pas, cette chose est une onde. C'est un sujet qui divise les scientifiques depuis près d'un siècle. Et on n'a toujours pas atteint de consensus. Dès leur première publication, il y a un siècle, les résultats de cette expérience ont suffi à semer le trouble dans l'esprit le plus éclairé du monde scientifique. Einstein a dit « Je ne crois pas à la physique quantique parce que je crois au fait que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. » Einstein faisait évidemment référence au fait que d'après cette théorie, la Lune ne serait la Lune qu'au moment où on la regarderait. Toutefois, les conclusions stupéfiantes de l'expérience des fentes de Young ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. C'est un peu une version high-tech de l'expérience des fentes de Young. On projette des électrons sur un panneau à deux fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au deuxième panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fentes. Je ferme les yeux, donc la balle passe par les fentes en se comportant comme une onde. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le deuxième panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. À ce moment-là, les électrons redeviennent des particules et semblent s'être comportés comme tels depuis le début de leur trajectoire. Donc c'est comme si elles remontaient le temps jusqu'à avant les fentes pour décider de passer à travers l'une ou l'autre, et non pas à travers les deux à la fois comme elles l'auraient fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé. Les scientifiques commencent seulement à entrevoir l'impact de ces mystères microscopiques sur le voyage dans le temps et sur le fait de modifier le passé dans notre monde. Mais une chose est claire. Les règles qui régissent ce monde subatomique nous font entrer dans un univers tout aussi mystérieux que de la science-fiction. La physique quantique semble même suggérer que la réalité n'est que le fruit de notre imagination. Après la découverte de grands mystères dans l'univers microscopique, les scientifiques ont rapidement cherché à les élucider, à les étudier et à les résoudre. Mais en essayant de comprendre ce qui se passait exactement dans ce royaume subatomique étrange, ils découvrent quelque chose de complètement inattendu. La nature refuse de les laisser comprendre.
Quand on observe le monde microscopique, on découvre qu'il existe une incertitude fondamentale dans presque toutes les quantités qu'on cherche à mesurer. Et ce n'est pas un problème dû à la façon de prendre les mesures, c'est une incertitude de la nature elle-même. Les scientifiques appellent ce phénomène le principe d'incertitude. Et aussi étrange que soit ce principe, c'est sans doute le concept le plus profond à émerger de l'univers microscopique. On n'en peut tout simplement rien savoir avec une certitude absolue. Dans notre monde de tous les jours, on croit savoir beaucoup de choses sur les éléments qui nous entourent. Par exemple, on est capable de localiser cette boule de billard et de la frapper à une certaine vitesse, que l'on connaît aussi. On peut se servir de cette boule pour frapper d'autres boules et faire une partie de billard. Mais si l'on rétrécissait tout ça des milliers de milliards de fois dans le monde microscopique, ces boules de billard seraient comme des particules subatomiques. Dans ce royaume microscopique, les experts en physique quantique ont découvert qu'il leur est impossible de déterminer précisément ou non la position de ces particules à cause de leurs propriétés ondulatoires. Encore plus étrange, si les scientifiques tentent d'enfermer une particule, celle-ci finira toujours par engendrer suffisamment d'énergie pour s'échapper avant que sa position et sa vitesse aient été déterminées. D'après le principe d'incertitude, la nature ne permet jamais l'enfermement de ces éléments fondamentaux. Étant donné que dans le monde microscopique, les particules interagissent suivant des règles complètement différentes, les règles de la physique quantique, le billard microscopique n'aurait rien à voir avec notre billard traditionnel. L'incertitude de l'univers microscopique s'étend bien au-delà de la localisation de ces particules. Elle s'applique à tout, même à l'énergie d'une particule. Cela donne naissance à un phénomène incroyable appelé l'effet tunnel. En physique traditionnelle, lorsqu'on lance une balle pas trop fort contre un mur, elle va rebondir. Mais si c'était un électron et qu'on le lançait contre un mur, même si on ne le lance pas assez fort pour transpercer le mur, peut-être qu'il le traversera quand même. On appelle ça l'effet tunnel. Comment est-ce possible? Ça peut sembler étrange, mais on peut expliquer l'effet tunnel en disant que l'incertitude de l'univers microscopique permet à une particule d'emprunter de l'énergie provenant de son propre futur pour traverser le mur avant de la restituer une fois l'obstacle franchi. En fait, l'électron est déjà de l'autre côté du mur, donc il peut le traverser et apparaître de l'autre côté. Depuis la découverte de ces miracles du monde microscopique au siècle dernier, on se demande si cet effet tunnel, le fait de se trouver à plusieurs endroits en même temps ou de sembler voyager dans le temps, serait applicable dans notre monde de tous les jours. Certains scientifiques affirment que l'on ne sera jamais capable de lancer une balle à travers un mur solide. Une balle de baseball comporte un très grand nombre de particules. Il faudrait que toutes ces particules décident soudain au même instant, collectivement, d'apparaître à un autre endroit pour que la balle entière apparaisse ailleurs. C'est extrêmement improbable. Un électron ou un proton tout seul peut le faire. Mais plus la particule ou le groupe de particules est important, plus l'effet tunnel est difficile. Cependant, de plus en plus de physiciens travaillent au développement d'une théorie des plus extravagantes. On sait que ces minuscules particules peuvent se trouver à deux endroits à la fois. Et je sais que je suis entièrement constitué de ces particules. Alors si elles ont le don d'ubiquité, moi aussi. Les scientifiques appellent en physique quantique cette hypothèse la théorie des mondes multiples. D'après eux, tout comme les électrons lors de l'expérience des fentes de Young, nous autres humains nous trouvons tous à différents endroits au même moment. À chaque décision que l'on prend, on ne choisit pas un chemin ou l'autre, mais l'on emprunte les deux à la fois, dans deux réalités légèrement différentes.
Lorsque l'on utilise son esprit et sa volonté pour faire un choix, on prend en fait plusieurs décisions à la fois, qui se réalisent toutes dans des univers parallèles différents. D'après la théorie des mondes multiples en physique quantique, lorsque je lance une balle courbe, ça n'arrive que dans cet univers-ci. Dans un autre univers, je lance peut-être une balle droite. Dans un autre, je lance peut-être une balle papillon pour la première fois de ma vie. Et dans un autre encore, je la lance dans le grand champ. Dans la théorie des mondes multiples, toutes ces différentes issues possibles se produisent dans des univers parallèles aux nôtres. C'est ce que nous dit cette théorie. Tout cela semble un peu fantaisiste. Et pourtant, nombreux sont les physiciens théoriciens convaincus que c'est ainsi que fonctionne le monde microscopique. Si c'est vrai, les implications de cette théorie stupéfiante vont bien plus loin que le terrain de baseball. En gros, cela suggère qu'il existe des univers parallèles aux nôtres dans lesquels, par exemple, les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Dans un autre univers encore, le gouvernement américain a déjoué les plans des terroristes du 11 septembre et les tours du World Trade Center sont encore debout en plein Manhattan. Si l'on prend la mécanique quantique au pied de la lettre, elle nous dit qu'à chaque fois qu'on observe un phénomène de physique quantique, on devient deux copies distinctes de soi-même. L'une des copies a une réponse et une autre copie en a une autre. Cela implique simplement qu'il existe de nombreuses copies de soi-même qui ont toutes vu se produire dans l'univers quelque chose de légèrement différent. De nos jours, la bizarrerie du monde microscopique est complètement admise. Beaucoup ont espéré que cette bizarrerie soit confinée à l'univers microscopique. Il est plus facile de croire que les corps plus grands, comme les êtres humains, sont immunisés contre tous ces phénomènes et ne peuvent pas se trouver à plusieurs endroits à la fois. Mais il est clair désormais que cet espoir est un peu naïf. La bizarrerie ne peut être contenue. Ce débat fascinant sur l'interprétation des mondes multiples en physique quantique fera rage tant que les physiciens n'auront pas résolu les mystères de l'univers microscopique. Mais la conclusion de certains astronomes, c'est que l'on ne sera jamais capable d'expliquer complètement le moindre de ces mystères. D'après leurs calculs, la majeure partie de la matière composant l'univers existe à une dimension supérieure que l'on ne pourra jamais explorer. S'il y a quelque chose dans l'univers microscopique de plus étrange que les particules quantiques, c'est une matière mystérieuse. Les scientifiques ne l'ont jamais vue, mais elle joue un rôle crucial dans la formation des planètes, du système solaire et des galaxies. Les astronomes savent qu'il existe différentes sortes de matières qui exercent une influence gravitationnelle mais qu'on ne voit pas. On appelle ça la matière noire. Sans la matière noire, je n'existerais pas, parce que la matière noire a la force bienfaisante de rassembler les choses pour former une structure, former les galaxies. Et c'est absolument nécessaire au développement de la vie. La matière noire constitue le chiffre incroyable de 85% de tout ce qui, dans l'univers, a une force d'attraction. Si la matière noire est constituée de particules, alors des millions de particules de matière noire me traversent à chaque seconde. Mais bien que l'on connaisse l'existence de la matière noire, les astronomes doivent faire face à un mystère microscopique. Qu'est-ce que c'est? Ils ont tout d'abord cru qu'il s'agissait de matière ordinaire, qui, pour une raison inconnue, est invisible. À ce moment-là, les astronomes ont décidé de faire un inventaire. On connaît la quantité de matière ordinaire présente dans l'univers. Ce qu'on entend par matière ordinaire, ce sont les atomes. Tout ce qui est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Toutes les particules élémentaires qui nous constituent, nous, et tout ce qui existe sur Terre. Mais du coup, ça ne colle pas. Il n'y a pas assez de matière ordinaire dans l'univers pour obtenir le bon total. Cette conclusion est étrange. Comment est-il possible que la plus grande partie de la matière de l'univers microscopique ne soit pas composée de protons, de neutrons et d'électrons? C'est un choc de découvrir que ces atomes qu'on connaît ne constituent qu'une petite minorité de tout ce qu'on voit dans l'univers. Il y a environ 6 fois plus de substances différentes qui nous est invisible.
Il est intéressant de se dire que la science nous a menés à un point où on a réalisé que non seulement nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais qu'en plus, on n'est même pas fait de la matière dont se compose le plus gros de l'univers. L'univers est en majeure partie constitué de cette matière noire, qui est, à quelques petites particules près, au-delà de notre champ de détection. D'après les spéculations de certains physiciens théoriciens, la matière noire pourrait être faite de neutrinos, ces minuscules particules 1000 fois plus petites que des électrons qui correspondraient à la plupart des caractéristiques connues de la matière noire. On sait que les neutrinos existent. Ils ont une masse, ils contribuent au poids de l'univers, donc on pensait que c'était le fin mot de l'histoire. Et là, on découvre qu'il ne s'agit pas de neutrinos. Une grande partie de la matière noire n'est sans doute pas composée de neutrinos normaux, parce que ceux-ci se déplacent très rapidement, et ils éliminent la formation de ce qu'on appelle la structure à grande échelle, qui s'est faite par l'encastrement de matière à l'échelle des galaxies, très tôt dans l'histoire de l'univers. La formation des galaxies aurait été bien plus compliquée si l'univers était plein de neutrinos qui filent dans tous les sens. La matière noire n'est pas constituée de neutrinos, mais d'un type de particules qu'on n'a pas encore su détecter. Il s'agit sans doute de particules subatomiques étranges, des résidus du Big Bang, de l'époque où l'univers était extrêmement chaud et dense. Toute une collection de particules se sont créées à ce moment-là. La plupart d'entre elles ont disparu ou ont évolué, mais certaines sont restées, et on pense que ce sont elles qui composent la matière noire. Mais quelles peuvent bien être ces particules extraterrestres microscopiques? Comme il s'agit d'un élément complètement inconnu du monde scientifique, les astronomes ont déterminé les caractéristiques d'une particule complètement nouvelle, rassemblant toutes les propriétés de la matière noire. Ils ont appelé cette particule WIMP, acronyme anglais pour particules massives à faible interaction. L'un des problèmes de l'hypothèse du WIMP, c'est qu'on n'a jamais réussi à en détecter un en laboratoire. Il y a plusieurs expérimentations en cours pour tenter de trouver des WIMP en laboratoire. On aimerait aussi parvenir à en fabriquer à l'intérieur d'un accélérateur de particules, comme le Grand Collisionneur de Hadron à Genève. On s'attaque au problème dans plusieurs directions pour arriver à détecter des WIMP. Si les scientifiques découvrent des preuves de l'existence de la matière noire, trouveront-ils aussi les preuves de l'existence d'un autre monde comportant des planètes, des formes de vie et un tableau des éléments? Je ne crois pas que ça puisse exister, que les particules de matière noire puissent former des planètes et des organismes. Si c'était le cas, on pourrait s'attendre à ce que la plupart des planètes de notre système solaire soient composées de matière noire. Je pense qu'il est plus probable que le secteur noir soit composé de plein de particules différentes et soit bien plus complexe qu'une particule unique. Toutefois, la science moderne n'a toujours pas trouvé de preuve de l'existence de cette matière microscopique mystérieuse. Certains scientifiques, de plus en plus nombreux, affirment que c'est parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un matériau différent, mais qu'il se situe également dans un endroit différent, dans d'autres dimensions par exemple. On prend très au sérieux la thèse selon laquelle la matière noire proviendrait d'autres dimensions, ou représenterait des particules ordinaires qui se déplaceraient dans ces autres dimensions. Le propre de ces autres dimensions, c'est qu'on ne les voit pas, et qu'on interagit très peu avec elles. Donc c'est l'endroit idéal pour la matière noire. Voici une théorie envisageable. L'influence gravitationnelle présente dans les galaxies et les groupes de galaxies que l'on attribue à la matière noire dans notre propre univers, cette influence serait causée par la concentration de matière dans d'autres dimensions. On ressentirait cette influence dans notre dimension, mais on ne pourra jamais en avoir la preuve puisque cette matière se trouve ailleurs. Quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve, la plupart des physiciens sont confiants et pensent trouver un jour une solution au mystère de la matière noire. À moins, comme ils le disent eux-mêmes, qu'elle existe uniquement à une échelle extrêmement petite, plus petite que tout ce que les hommes sont capables de détecter. Ce qui soulève la question suivante: qu'y a-t-il à la plus petite échelle de l'univers microscopique? C'est ce que Jason Hale de Houston au Texas a voulu poser comme question sur l'univers.
Jason, ravi que vous ayez posé cette question. Ce qu'il y a de plus petit dans l'univers, ce sont les particules subatomiques fondamentales, comme les électrons ou les quarks qui composent les protons, les neutrons ou les neutrinos. On pense que toutes ces particules sont en fait différents modes vibratoires d'une seule et même entité minuscule qu'on appelle une corde, une sorte de tout petit paquet d'énergie. Elle est donc le plus petit élément existant et constitue tout ce qu'on connaît dans notre univers. Les scientifiques commencent tout juste à explorer ces cordes, ainsi que d'autres minuscules éléments de l'univers microscopique. Et leur découverte semble bien suggérer l'existence d'un monde de l'au-delà. En se plongeant dans des dimensions de plus en plus petites de l'univers microscopique, les scientifiques ont réussi à observer l'intérieur des atomes. Mais qu'existe-t-il encore si l'on poursuit ce voyage fantastique toujours plus loin dans ce ténébreux monde subatomique? À des échelles plus petites que l'électron, on a un vaste territoire inexploré, encore plus qu'à l'échelle du système solaire ou même de l'univers. Les planètes, les étoiles, les galaxies de l'univers, on peut les voir, les observer. À l'inverse, il est difficile de mener des expériences qui nous permettent d'explorer directement des éléments à des échelles minuscules, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Ce qu'il faut pour examiner le monde microscopique, c'est un instrument de plus en plus précis, qui nous permet de distinguer des détails, même à une toute petite échelle. Mais dans leur tentative pour explorer des espaces plus petits qu'un atome, les scientifiques ont besoin d'une lumière extrêmement concentrée pour les éclairer. Il leur faut quelque chose de plus puissant. Pour observer avec plus de précision, il faut plus d'énergie. On peut se concentrer sur des détails extrêmement petits, grâce à des instruments variés, mais à très haute énergie. Le mieux, ce sont des accélérateurs de particules. On se sert de particules élémentaires pour tester la structure d'autres particules élémentaires, en les collisionnant. Grâce à cette collision, les particules interagissent, et on peut observer le résultat à différents niveaux d'énergie. On peut ensuite continuer à observer des distances de plus en plus petites dans l'espace et dans le temps, en menant des expériences de collision à des énergies de plus en plus élevées. Mais même le plus grand accélérateur de particules n'a pas encore généré une énergie suffisante pour tester des éléments plus petits que les particules élémentaires présentes à l'intérieur des atomes. Malgré tout, les scientifiques continuent de croire qu'il existe quelque chose à plus petite échelle. Des éléments si petits que l'esprit humain ne peut même pas les concevoir. Les physiciens essaient actuellement de comprendre ce que l'on appelle la longueur de Planck, qui correspond à 10 puissance moins 33 cm. C'est 10 puissance 20 fois plus petit qu'un électron. Disons qu'un électron fait cette taille, et j'exagère beaucoup. Vous imaginez? La longueur de Planck est inimaginable, infiniment plus petite que tout élément mesurable. Et malgré tout, les physiciens cherchent à comprendre ces ordres de grandeur. Et c'est de tout cela que traite la théorie des cordes. D'après la théorie des cordes, tout ce que l'on considère comme une particule est en fait une minuscule cordelette vibrante. Pour vous donner une idée de la taille de cette cordelette, j'ai ici une pipette. Je dépose une goutte d'eau. Cette gouttelette contient 1 trillion de trillions d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire 10 puissance 36. Maintenant, imaginez qu'on extrait un atome d'hydrogène et qu'on le gonfle jusqu'à 1 milliard de fois sa taille d'origine. Cet atome mesurerait environ 50 cm de diamètre. Là, on se demanderait si l'on peut arriver à distinguer les cordes à l'intérieur de cet atome d'hydrogène. Mais la réponse est non. Ce n'est qu'une fois que cet atome d'hydrogène atteindrait la taille de notre univers observable que les cordes pourraient enfin être observées à notre échelle. Si un atome d'hydrogène avait la taille de tout notre univers visible, une corde aurait environ la taille de l'un de ces arbres. Nous arrivons à rapporter à notre niveau sensoriel des choses qui se produisent à une échelle microscopique. Non seulement les scientifiques arrivent à rapporter tout ça à notre niveau, mais ils parviennent même à formuler des théories sur ce qui se passe au niveau microscopique. C'est un peu le Graal de la science.
On pense que l'espace et le temps ordinaire cessent d'exister au niveau de la longueur de Planck. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui les remplace au-delà. Il faut remplacer notre idée même de l'espace par quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui pourrait impliquer plusieurs dimensions, ou même un concept entièrement différent. L'une des possibilités serait que l'espace, à l'échelle de Planck, ressemble aux lignes d'un terrain d'athlétisme. Les lignes seraient la trame de notre univers, et entre les lignes, ce serait le néant. Peut-être que le temps saute d'un point à l'autre, et qu'il n'y a rien entre les deux points. C'est comme si des petites fourmis quantiques pouvaient passer d'un point de la grille à un autre sans avoir à traverser l'espace entre les deux points. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'espace entre les deux points. Quoi qu'il se passe à cette échelle minuscule, la plupart des scientifiques pensent que les concepts d'espace et de temps se développent progressivement en une autre sorte d'univers, dans lequel le concept de rétrécissement n'a pas de sens. Il se pourrait que le temps et l'espace soient ce qu'on appelle des propriétés émergentes de l'univers, et qu'en descendant à des échelles spatiales très petites ou à de très petits intervalles de temps, les concepts de temps et d'espace ne tiennent plus, qu'ils n'aient plus de sens. D'après les scientifiques, les conditions à l'échelle de Planck pourraient être très similaires à celles qui régnaient avant le Big Bang, à une époque où tout dans notre univers était concentré dans une minuscule bille. Il se pourrait que la question de ce qui se passe dans l'univers, à la plus petite échelle, rejoigne la question de savoir à quoi ressemblait l'univers avant le Big Bang. L'univers a-t-il vu le jour au moment du Big Bang? Ou existait-il autre chose avant, qui au moment du Big Bang s'est transformé en l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui? Toutes ces questions n'ont pas encore de réponse, mais sont toutes reliées à ce qui se passe à l'échelle de Planck. On pourrait se dire que tous ces minuscules éléments, à la longueur de Planck, n'ont rien à voir avec nous, qui sommes beaucoup plus grands. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce sont nos origines. Lorsque l'on remonte dans le temps, notre univers tout entier était même plus petit que la longueur de Planck. Quels que soient les éléments existants à la plus petite échelle du monde subatomique, et quel que soit leur comportement, les scientifiques sont convaincus de devoir tirer tout cela au clair avant de pouvoir comprendre le cosmos, le comportement humain et ce qui a pu exister avant le Big Bang. Nous avons donc une quantité sidérante d'informations contenues dans un espace infiniment petit de notre univers microscopique. Mercury, Venus, Earth and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury, Venus, Earth and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus